Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la prise en main à deux mains sur arme de poing. Donc de tous les thèmes qu'on aurait pu aborder, je dois dire que la prise en main, ça a peut-être été celui qui nous a été le plus demandé. Alors ça faisait un moment que j'avais envie de parler des fondamentaux du tir, mais je suis pas sûr que commencer par la prise en main, c'est le plus adapté. Mais bon, quand on a une communauté, c'est aussi important de tenir compte des demandes. Deuxième point, il y a pas mal de mes confrères, mes homologues français qui ont déjà abordé ce sujet-là, c'est notamment le cas de Gaëtan de l'ENIT. Donc prenez plutôt cette vidéo comme un complément qui j'espère vous sera utile. Parenthèse refermée, bienvenue dans cette vidéo sur la prise en main. Ok, j'aimerais commencer cette vidéo en vous donnant mon point de vue sur les fondamentaux. Si je devais vous poser la question suivante, de tous les fondamentaux, lequel selon vous est le plus important? La visée, la prise en main, l'action du doigt sur la queue détente? Eh bien, on va tenter d'y répondre avec ce petit test. Donc, j'ai tout simplement dessiné un cercle juste ici et on va tenter tout simplement de dégrader fortement nos fondamentaux. C'est parti. On va commencer déjà par le premier, la prise en main, puisque c'est l'objet de ce cours. Ok, voici ma meilleure prise en main. Et je viens tout simplement ici appliquer les tirs dans mon cercle. Ok, on va pouvoir jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on constate? Bon, le groupement n'est pas exceptionnel, mais comme vous pouvez le constater, avec une super prise en main comme celle-ci, ça rentre quand même. Maintenant, on va tenter de s'affranchir de la visée. Alors, on avait déjà fait une vidéo sur le tir kinesthésique, mais tentons encore une fois de tirer sans se servir des appareils de visée. Ici, comme vous pouvez le constater, mon point rouge est éteint, et c'est parti. Ok, on peut aller en cible. Mis à part ici où je suis sorti une fois, vous pouvez constater également que tout rentre dans le cercle. Donc finalement, est-ce que la visée est si importante? Maintenant, on peut également se poser la question de l'action du doigt sur la queue détente. Même test. Comme ceci, puis bien, je vais tout simplement presser ma queue de détente comme je le ferai absolument pas avec n'importe quel des doigts. Juste ici, hop là, et puis je viens tout simplement tirer de cette façon-là. Ok. Encore une fois, avec un autre doigt et avec un autre doigt. Comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater encore une fois? C'est que ça rentre sans difficulté. Bon. Je suis à peu près sûr que si vous deviez tirer dans une position très hasardeuse ou alors que vous deviez essayer de prendre votre souffle après avoir couru 200 mètres en plein sprint, que ça rentrerait quand même. Cependant, en raisonnant ainsi, déjà d'une part, j'exagère volontairement mes démonstrations et le but, vous l'aurez compris, n'est pas de vous convaincre que les fondamentaux ne servent à rien, mais d'aller dans les extrêmes pour tenter d'une part de comprendre le rôle et l'importance des fondamentaux et d'autre part de comprendre comment ils se complètent. Mais revenons-en à notre prise en main. Et à quoi ça sert finalement? Eh bien tout simplement à atténuer les effets du recul et du relèvement pour réacquérir mes appareils de visée plus rapidement et plus facilement. Alors plus facilement puisqu'une bonne prise en main garantira un relèvement dans un axe défini. Pour simplifier, je cherche à éviter que mon arme ne parte à gauche ou à droite à chaque départ de coup. Et plus rapidement puisque tout pendant que mon arme est relevée, c'est autant de temps où je ne peux pas faire feu et où je ne peux pas faire l'acquisition de mes appareils de visée. Le deuxième point concernera la possibilité de garantir une plateforme suffisamment stable pour permettre d'appliquer des tirs multiples avec précision. Enfin, le troisième point concerne l'action du doigt sur la queue détente, qui lorsqu'elle n'est pas effectuée de façon optimale, aura tendance à désaxer mon arme. Maintenant qu'on connaît les avantages d'une bonne prise en main, il est de bon ton de s'interroger sur la manière dont on va procéder. Et maintenant, je vais tout simplement vous faire part des principes que j'applique pour la prise en main. Commençons par la main forte, mon arme est située dans l'axe de mon avant-bras et l'arme est chaussée au plus haut. Petite astuce ici, je ne cherche pas à écraser ou presser mon arme. J'applique une méthode expliquée par Bob Vogel en effectuant cette gestuelle. Cela me permet de chausser mon arme au plus haut, mon poignet est certes verrouillé, mais en conservant suffisamment de mobilité pour mon index. Je vous invite à regarder notre vidéo sur les compensateurs si vous souhaitez comprendre l'importance de chausser son arme au plus haut. Nous abordons un petit point de physique, le moment d'une force. Pour la main faible ou main support, j'applique un principe directement tiré de ceci. Et là, vous devez sans doute vous poser la question de savoir ce qui unit un casse-noix et la prise en main de mon arme de poing. Eh bien, dans les machines simples, vous trouverez les leviers. Il en existe trois types, mais celui qui nous intéresse, c'est l'interrésistant. Un levier, c'est une pièce rigide qui pivote sur un point d'appui, le pivot, et qui augmente l'effet de force motrice appliqué. Dans le cas de mon arme de poing, le pivot est symbolisé par mes doigts. La charge résistante, c'est tout simplement la poignée, et la force motrice par mes bras et le verrouillage de ma ceinture scapulaire. Je présente mon pouce sur cette partie de mon arme et m'en sers comme d'un repère proprioceptif. Ainsi, j'assure une certaine régularité ou constance. Je le place également ici pour deux autres raisons que je vais détailler dans un instant. Mes doigts viennent former le pivot sur l'avant de la poignée, mon index se place entre mon index et mon majeur, puis je viens verrouiller mon arme en comblant les parties libres de mon arme. En augmentant la surface d'appui sur mon arme, j'en augmente naturellement son bon maintien. Mais revenons-en à notre pouce de notre main faible, dite main support.
Ce dernier est placé en avant pour minimiser le relèvement. Nous appliquons ici ni plus ni moins le concept de bras de levier, en appliquant une force éloignée de l'axe de rotation. C'est la raison pour laquelle la main support est légèrement inclinée vers l'avant. Si vous souhaitez faire un test, essayez ceci. Demandez à votre stagiaire de prendre son arme avec sa main support et simuler le cyclage de l'arme. Vous remarquerez que si la main support n'assure pas son rôle, l'arme pivote. La deuxième raison concerne l'utilisation d'une lampe tactique montée sur arme. En plaçant mon pouce ainsi, je facilite tout simplement son utilisation. Passons à présent tout simplement à l'action des bras. Si vous observez l'intérieur de votre main, vous constaterez la présence d'une zone charnue située sous votre pouce. Il s'agit de l'éminence thénard. Si vous souhaitez augmenter les forces générées sur votre arme, vous pouvez faire le choix d'opposer vos éminences thénard. Associé à un verrouillage de votre ceinture scapulaire, vous constaterez que vos coudes se relèvent. Bon, c'est tout à fait normal, il s'agit d'un moyen d'assurer une bonne absorption du recul. Nous qualifions cette méthode de verrouiller. S'agit-il de la seule méthode? Absolument pas. Alors sur cette première méthode dite verrouillée, c'est ce qu'on appelle en anglais le roll in, locked in, puisque l'action de mes bras va faire tout simplement ceci. Roll in, locked in. Je prends mon arme, roll in, locked in. À présent, vous avez tout simplement une deuxième méthode où vos bras sont tout simplement déverrouillés, ce qui vient jouer sur l'absorption du recul. Je vous propose ici une astuce de John Lovell de Warrior Poet Society. Pour cela, demandez à l'un de vos stagiaires de verrouiller ses coudes et venez appliquer une force. Vous constaterez immédiatement que l'énergie le traverse et l'absorption du recul semble être plus efficace que lorsque votre stagiaire déverrouille les coudes. Une conclusion hâtive voudrait qu'on parte du principe que verrouiller les coudes, c'est la méthode à privilégier. Pourtant, ce n'est pas le cas, certaines personnes préféreront contrôler le recul, mais nous aurons le loisir d'en rediscuter dans de futurs contenus. Une approche dogmatique voudrait que l'on détermine une meilleure méthode, mais on est tous différents. Ainsi, il est peut-être préférable d'appliquer des principes plutôt que d'imposer une vision unique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle a pu permettre tout simplement d'enrichir votre réflexion sur le sujet de la prise en main. N'hésitez pas si vous voulez des contenus plus détaillés ou quelques petites astuces pour contrôler la prise en main de vos stagiaires. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à vous abonner à notre chaîne ou d'ailleurs compte Instagram, je ne sais pas trop comment on dit ça. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.